Nous sommes jeudi 27 mars 2025, auditrices auditeurs du studio Kalangu. Bonsoir et bienvenue dans votre dernier numéro de la semaine de votre émission Les Niger sur Kalangu. Pour aujourd'hui à la présentation, je suis Tarnan Foudahmed, avec moi Habibou Garba Moumouni. Habibou, comment vas-tu et le Ramadan? Je vais bien, Sakis Tarnan, et toi, comment tu vas? Je vais bien, alors super et très content d'entendre que tout va bien de ton côté. Sakis, on fait un petit coucou à ceux qui assurent de l'autre côté du studio Soumana Amadou, à la technique c'est Seyni Saka, l'homme au doigt magique et l'édition est assurée par Moussa Hassan. Tarnana, on a quoi ce soir au programme? Dans la partie entretien de cette édition, nous allons parler de la rigueur dans l'établissement des actes d'état civil avec Mohamed Sani Seydou, directeur départemental de l'état civil de Gaïa. Toujours au programme, auditrices auditeurs, nous aurons la rubrique Ramadan, la page sport et bien entendu les lotis avec lesquels nous clôturerons cette émission. Fidèles auditrices auditeurs du studio Kalangu, nous débutons cette émission avec un entretien qui porte sur les erreurs sur les pièces d'état civil, notamment les actes de naissance. Habibou, qu'est-ce qu'on peut entendre par rapport à ces erreurs? Tarnana, ces erreurs sont fréquentes et peuvent avoir des conséquences lourdes sur la vie des citoyens. Une faute de l'orthographe d'un nom, d'une date de naissance erronée ou une omission peuvent compliquer l'accès à l'éducation, aux documents d'identité et aux services administratifs. Dans certains cas, ces erreurs résultent des déclarations imprécises des parents. Mais pour mieux comprendre ce qui s'en va écouter, l'entretien de Fadel Alou avec Mohamed Sani Seydou, le directeur départemental de l'état civil de Gaïa. Le week-end dernier, vous avez formé les agents d'état civil et les préposés à l'écriture dans la commune urbaine de Gaïa. Quels sont les objectifs de cette formation et pourquoi est-elle importante? Oui, l'idée émanait de l'AD. Donc, au cours de signature des actes, il a remarqué qu'il y a beaucoup de demandes de rectification. Donc, il m'a appelé, il m'a dit vraiment, il voit que les gens se vont trop à la justice. C'est quoi la base de ce problème? Je lui ai dit que c'est parce que le niveau des agents est très faible. Donc on doit leur renforcer leur capacité et pour que vraiment ils puissent assimiler et faire le travail comme ça se doit. Alors ici dans la commune urbaine de Gaïa, quelles sont les erreurs les plus fréquentes dans l'enregistrement des pièces d'état civil? Les erreurs qu'on rencontre parfois, c'est le nom de l'enfant même, il est parfois mal écrit, surtout compte tenu de la prononciation, parce qu'on est au Dandi, donc la prononciation, parfois les gens ils écrivent comme ils prononcent. Et parfois, c'est sur les noms des parents des enfants. Donc, ce sont ces fautes qui sont très fréquentes. Et en dehors de ça, parfois, ils ne tiennent pas compte des délais de déclaration. Donc, parce que vous savez que les délais de déclaration, c'est 60 jours. Donc, il y a des déclarations qui dépassent les 60 jours. Donc, quand ils font les déclarations, quand on regarde, parfois, ça amène des problèmes. Donc, on est obligé de retoucher, de repasser au niveau du centre de déclaration pour voir comment ils ont pu corriger de la base pour ramener encore. Quelles peuvent être les conséquences d'une erreur sur un acte de naissance, par exemple, à la longue, sur la scolarité, l'identité ou les documents officiels d'un être humain? Ce que nous remarquons le plus fréquent, c'est au niveau de la nationalité. Si le nom du père ou bien le nom de la mère qui est écrit sur l'acte de naissance du père n'est pas identique à celui qui est écrit sur l'acte de l'enfant, en tout cas la nationalité, on ne peut pas lui établir la nationalité. Donc dans la mesure dans plusieurs cas, c'est au niveau de la nationalité que les problèmes se posent. Mais en dehors de ça, le reste, on peut arranger par rapport aux autres fautes, aux autres erreurs, mais au niveau de la nationalité, la justice n'établit pas
une nationalité tant que les noms ne sont pas identiques. Et du côté de la scolarité? Et le procureur, dans son exposé, il nous a parlé des cas où l'enfant, le nom du père de l'enfant n'est pas identique à celui qui est sur l'acte, et le petit là, on l'a empêché de se présenter à un examen parce que le nom qui est sur l'acte de sa naissance ne concorde pas avec celui de son père, de telle sorte qu'il n'a pas eu la nationalité, donc on l'a empêché pour défaut de nationalité. Parce que la justice ne peut pas établir une nationalité, il faut recourir dans la précipitation pour aller à la justice, faire une demande de rectification, une ordonnance de rectification ramenée à la mairie, et parfois le délai est trop court et parfois le gars il peut ne pas avoir le papier dans les délais et ça l'empêche de se présenter à ces concours-là. Chers auditeurs et auditrices, nous allons rester dans cette rubrique, la deuxième partie de cet entretien. Nous allons continuer avec cette question de rigueur dans les écritures d'état civil. Habibou, qu'est-ce qu'il faut faire quand les erreurs sont constatées sur un document officiel? Ternan, heureusement, il est possible de les corriger, mais tiens-toi prêt, il faut vraiment une procédure judiciaire parce que c'est nécessaire. La rectification passe alors par un tribunal qui examine les preuves avant de prendre une décision officielle. Découvrons cela avec Mohamed Sani Seydou, le directeur départemental de l'état civil de Gaïa. Il est toujours au micro de Fadel Alou. Une fois une erreur constatée, est-il possible de corriger L'erreur, on peut corriger. Nous, au niveau de l'état civil, on peut corriger si c'est une déclaration qui est faite dans un centre de déclaration au niveau de la santé, centre de déclaration de la santé, des formations sanitaires, au niveau des villages, au niveau des tribus, au niveau des quartiers administratifs. Donc, quand la personne fait la déclaration, elle a au moins 14 jours pour, à n'importe quel moment, elle peut venir amener des changements s'il y a des erreurs. Mais une fois la déclaration est parvenue à la mairie, on a transcrit, maintenant l'administrateur délégué a signé et que l'acte est sorti de la mairie. Maintenant, nous n'avons plus la possibilité de corriger. Seule la justice peut corriger. Donc, il faut maintenant faire une ordonnance de rectification pour corriger. Mais il y a des cas où, si la déclaration est bien faite, elle est venue au niveau de la mairie, peut-être les agents de la mairie, les agents de l'état civil, en transcrivant, se sont trompés et l'administrateur délégué a signé. S'ils ramènent et qu'ils ont vu que c'est eux qui ont fait l'erreur, ils peuvent expliquer à l'administrateur délégué. Donc avant que le papier ne sorte de la mairie, ça aussi on peut corriger. Mais une fois l'acte est sorti de la mairie, vraiment seul le juge est compétent pour corriger cette erreur en passant par une ordonnance de rectification. Quelle est la procédure alors pour rectifier cette erreur-là? Si c'est pour l'enfant, peut-être que au lieu de c'est Maman sans E et qu'on a écrit Maman avec E, ça, maintenant la personne l'intéressé fait la demande et on envoie chez le président du tribunal pour que il fasse une ordonnance de rectification pour corriger. Et après, quand il aura fait l'ordonnance de rectification, il ramène encore à la mairie. Donc maintenant, ils vont chercher la souche et maintenant corriger d'abord le nom qu'on veut corriger et l'ordonnance là sera agrafée à la souche qu'on a modifiée. Donc après, ils font la saisie et c'est après que l'administrateur délégué peut signer et le gars, sa correction est rentrée en vigueur, il a l'acte. Si maintenant c'est un enfant dont l'acte a été établi
et que c'est au niveau du nom du père. Ça, maintenant, si on veut corriger ça, il faut agencer l'acte de naissance du père et faire la demande pour demander au président du tribunal. En comparant les deux actes, on peut voir que le nom du père, on s'est trompé et maintenant ils vont corriger. Et donc on fait une demande et on envoie à la justice. Comment renforcez-vous le contrôle pour éviter d'éventuelles erreurs au niveau des pièces d'état civil ici à Gaïa? Donc vraiment nous, ce qu'on a dit, parce que dans la formation, on avait dit vraiment les préposés aux écritures, ils doivent avant de prendre la déclaration, demander aux parents s'ils ont des actes avec eux. Donc nous avons demandé même au moment où les femmes vont au niveau de la santé pour faire les consultations. Donc vraiment de partir avec les actes ou bien les cartes d'identité de leur mari pour qu'on puisse écrire convenablement le nom comme c'est écrit sur ces pièces. Donc au vu de ça, quand on monte maintenant en cas de naissance, maintenant il suffit de recopier les informations qu'on a sur le carnet. Parce que déjà le carnet là a eu pour base les pièces du parent de l'enfant. Donc on peut comprendre qu'il n'y a pas d'erreur là-bas. Donc au cours des demandes là aussi que les JD qu'on fait, nous avons toujours demandé, quand on fait les JD aussi, de demander à ceux qui se présentent vraiment qu'ils viennent avec les pièces d'état civil de leurs parents. Donc au vu de ça, on recopie très bien les noms, comment les noms sont écrits, pour que vraiment on ne retombe pas dans les mêmes problèmes pour encore demander une demande de rectification. Voilà, c'était la partie entretien de notre émission Le Niger Sil Kalangu. Nous allons continuer cette émission avec cette fois-ci la rubrique Ramadan. Pour la rubrique Ramadan de cette émission, ce soir, nous allons nous intéresser à la prière des 10 derniers jours de ces mois bénis, pendant lesquels on constate une forte présence des femmes dans les différentes mosquées, n'est-ce pas Habibou? Oui, Sakis, en effet, cette dernière décade du mois de Ramadan, les musulmans assistent beaucoup à la prière surrogatoire nocturne. Les femmes sont également fréquentes aux abords des mosquées. Et donc, Sakis, ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui, ça date de longtemps. Ça date de longtemps, Habibou. Mais qu'est-ce que l'islam a-t-il recommandé par rapport à la présence des femmes et des jeunes filles aux abords des mosquées en cette période? Bon, pour en savoir plus, nous allons écouter les réponses du prédicateur Oustaz Issaka Mahamadou. Il est au micro de notre correspondant Ali Kaita Zander. Alhamdulillah, ba'dama qultu bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi, amma ba'd. Muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Goma ta ƙarshe kuwa tana cike da wato ainihin 'yantarwa daga shiga wuta. Wato Allah yana 'yantar da bayansa a cikin wannan kwanaki 10 na ƙarshe daga shiga wuta. To yana daga cikin falala ta wa'innan kwanaki 10 na ƙarshe 'yan uwa, wallahi su ne mafifita falala wa'innan kwanaki 10 na ƙarshe tunda Allah ya halicci sammai da ƙasa har ya zuwa inda Allah zai naɗe ƙasar shi da abin da ke kan ƙasa. 'Yan uwa mun sani akwai magana ta mata da suke huta masallaci, tunda idan an ce kwanaki 10 na ƙarshe an ce wato ainihin sallah ta dare, tahajjudi ake ce mata, ko qiyamul laili, duk ma yadda aka kiraye ta, to akwai mutane dama maza ke huta, kuma wa'annan shekarun sai aka ga wato tururuwar mata ma suna huta. To wannan abin kirki ne mata su huta su je, tunda ba za a iya hana bayan Allah mata ba su je wato ainihin masallatayya na Allah. Ya wajibi ne akan kowa da kowa, maza da mata gabaki daya, ya zamanto an yi ikhlasi, wato an tsarkake an yi abin nan dan Allah. Kar mutum ya kuskura ya sanya wata riya
ko kuma ya kawo wata magana daban wadda ba aikin sallah ba. Kenan mu nisanci riya a cikin aikin hotar mu masallaci da zami, musamman ma iya mata. Wa in sallatil mar'atu fi baitiha, inda a ce kuma mace ta yi sallar ta ma ta hajjudinta ko iyamul lailinta a gida, to wannan ma ba laihi ne ba, abin kirki ne, amma fi son haka kin. To ya zamanto kuma mai gida ya tada iyalin shi su yi sallah a gida tare da iyalin nashi, ko su yi wata ibada, to shi ma wannan abin kirki ne, kuma abin da za a wato ƙarfafa gwiwa ne a kan shi. Mutane gabaki ɗaya mu dai mu ji tsoron Allah akan wannan huta da muke yi, tunda galibi 'yan mata ko kuma wasu matan ma wanda suke lalatattu ne, sai ka ga sun gamu da wasu lalatattun na maza suna wato ainihin haɗuwa, maimakon ya zamanto haɗuwa ce za a yi a masallaci don wato ainihin neman ladan Allah da neman Allah ya yahi zunubai, ya kankare kurakurai, ya sa mutane su shiga aljanna, ya 'yantar da su daga shiga wuta. To wasu sai su yi amfani da irin wannan huta domin wato zuwa haɗuwa tare da wasu mazaje wanda suke fasikai, kuma su yi fasikanci a cikin wasu kwanaki wanda suke masu falala, wanda kuma haramcin zai yi karfawa sama da in ba a cikin wa'annan kwanakin ne ba. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yi mana dace, kuma ya mana wato ainihin ya taimaka mana mu yi ayyuka limkin balinkin, ta yadda kuma za su riska zukatanmu, aikin da zamu yi ya riska zuciyarmu, ya zamanto shine zamu yi har abada, ya zame mana darasu, kuma ya zame mana wato ainihin ɗabi'a, aikin biye Allah subhanahu wa ta'ala. Habibou, nous allons continuer avec notre rubrique Ramadan. Nous allons cette fois-ci parler des précautions que les jeûneurs doivent prendre après un mois d'abstinence. Oui, Tarnan, mais pas avant la fête de l'Eid el-Fitr que la communauté musulmane s'apprête à célébrer dans les jours à venir. Mais c'est important, et pour plus de précisions, écoutons Dr Mohamed Mamansani, médecin nutritionniste, chef district sanitaire, premier arrondissement de Niamey. Il est au micro de Gungu Mamandantani. Les précautions qu'il va falloir prendre, c'est d'éviter de se gaver pour éviter des conséquences liées au gavage. C'est ça le premier élément de précaution à prendre. Il faut prendre de petites quantités d'alimentation de manière fractionnée. Le deuxième élément, c'est de savoir quoi manger. Éviter aussi de boire des boissons qui sont gazeuses, des boissons qui ont beaucoup de sucre ajouté, mais aussi éviter la consommation des aliments qui peuvent créer des problèmes pour la santé, notamment des aliments qui sont les aliments riches en sucre ajouté surtout, mais aussi les aliments riches en graisse, mais aussi en sel, surtout les aliments qui contiennent beaucoup des épices, des bouillons que nous voyons sur le marché qui peuvent entraîner des pathologies cardiovasculaires. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Chers auditeurs, à présent, place à notre rubrique éducation numérique. Habibou, de quoi allons-nous exactement parler aujourd'hui? Sakis, aujourd'hui nous allons parler de l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui d'actualité. Ali Moukaila, Ousseini, Seino 50% et Fanta Chamsou nous en dit plus. Dans la rubrique éducation numérique de ce jeudi, nous allons plonger dans le monde de l'intelligence artificielle et découvrir une facette souvent méconnue, son empreinte carbone. Des chercheurs se sont penchés sur la consommation énergétique des modèles de langage et les résultats sont surprenants. Pour en parler, nous sommes avec Ousmane Mahmoudou, responsable de l'équipe numérique. Bonjour Ousmane. Bonjour Fanta, ravi d'être ici pour en discuter. Super, alors Ousmane, parlons de cette étude qui a quantifié l'empreinte carbone de la génération d'images par l'IA, l'intelligence artificielle. Comment les chercheurs ont-ils abordé cette question? Alors, c'est une étude assez intéressante, je trouve. Donc, les chercheurs se sont en fait penchés sur la consommation énergétique des modèles de langage, donc en particulier en ce qui concerne la génération d'images par l'intelligence artificielle. Ils ont collaboré avec une start-up qui s'appelle Hugging Face, qui est très connue dans le domaine, une start-up américaine développant des outils pour utiliser l'apprentissage automatique notamment, et une université qui s'appelle Carnegie Mellon, qui est aussi spécialisée évidemment en recherche, qui est à Pittsburgh en Pennsylvanie, donc aux États-Unis, pour mener cette étude-là. Et qu'ont-ils découvert concernant l'empreinte carbone des images générées par l'IA?
Alors, les chercheurs ont examiné un total de 13 tâches. C'est parti du résumé des textes, de la classification de textes, etc., etc. Et ils ont calculé le volume de gaz carbonique donc produit pour 1000 grammes. L'expérimentation a porté sur 88 modèles différents qui ont utilisé 30 ensembles de données. Donc, 88 modèles de langage, en fait, il faut comprendre par là que ce soit des modèles de type ChatGPT, Midjourney, etc. pour la génération d'images. Pour chacune des tâches, les chercheurs ont saisi 1000 requêtes pour tester les modèles. Et donc, selon l'étude, l'empreinte carbone d'une image générée par une intelligence artificielle est équivalente à une recharge complète d'une batterie de téléphone, de smartphone. Donc, à chaque fois que vous générez une image sur Midjourney, sur DALL-E, vous épuisez la batterie complète d'un téléphone portable. L'équivalent. Et donc, le modèle le plus gourmand, parmi tous les modèles qu'ils ont testés, c'est Stable Diffusion. Pour toutes les personnes qui sont un peu de l'intelligence artificielle, Stable Diffusion, c'est un modèle de langage qui est gratuit, donc qui est un peu le concurrent de Midjourney qui sait à générer des images. Lui, il est open source et donc c'est lui qui consomme le plus d'énergie. Cela peut sembler minime à première vue, une batterie du smartphone, sauf que si vous faites le ratio à l'échelle de la planète, ça fait beaucoup. Oui. Alors, les chercheurs ont également examiné différentes tâches liées à l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Exactement. Donc, la génération d'images se distingue parmi toutes les recherches qu'ils ont faites. C'est la génération d'images qui se distingue nettement comme l'activité la plus gourmande en énergie. La classification de texte est l'activité la moins économe en énergie. Et avec la démocratisation des outils IA de création d'images, l'étude suggère quand même que le volume des émissions de CO2 pourrait rapidement augmenter. Et quelles sont les recommandations que les chercheurs ont formulées? Alors, les chercheurs soulignent l'importance de la transparence. Ils recommandent aux scientifiques et aux entreprises de divulguer la nature et les effets de leurs modèles afin de mieux comprendre leur impact sur l'environnement. C'est une démarche qui est très importante pour atténuer les conséquences potentielles de la croissance rapide de l'utilisation de l'intelligence artificielle à travers le monde. En termes de transparence, j'ai mis quelques exemples. Par exemple, Google et Microsoft, ils ont publié leur rapport de responsabilité environnementale pour l'année 2022. Et dans ces rapports, on apprend par exemple que Microsoft a consommé 6,4 milliards de litres d'eau en 2022 pour refroidir leurs serveurs. Wow. Soit une augmentation de 34%. Chez Google, on est passé à 20%. Donc, pour un peu donner l'idée à nos auditeurs pour qu'ils puissent comprendre, parce que des milliards de litres d'eau, ça ne veut rien dire. J'ai regardé la consommation énergétique, par exemple, du Niger dans le rapport du ministère de l'Énergie. En 2021, le Niger a consommé 1,3 gigawatts d'électricité. Et les serveurs de Google, rien que Google, en 2021, il a consommé 21 gigawatts. Donc Google seul, c'est 21 fois la consommation d'électricité du Niger. Wow. Et donc pour refroidir tout ça, Google a eu besoin de 20% d'eau supplémentaire. Alors Google, 20% d'eau, c'est quand même beaucoup. Ça se chiffre à 21 milliards de litres d'eau. Et là encore, j'ai regardé les statistiques en termes de consommation d'eau du Niger. Et pour la ville de Niamey, par exemple, en 2019, j'ai trouvé un rapport de la Seine qui dit que Niamey a consommé, la Seine a produit 45 millions de mètres cubes. Alors, chez Google, on est à 21 millions de mètres cubes pour refroidir les serveurs. Donc, c'est à peu près la moitié de la consommation d'eau de Niamey. Merci beaucoup, Ousmane, pour ces éclaircissements sur l'impact environnemental de la génération d'images par l'intelligence artificielle. Une invitation à la transparence pour un avenir plus durable. Merci, Ousmane, et bonne journée. Merci. Et oui, vraiment très, très, très instructive cette rubrique éducation numérique que vous venez d'écouter. À présent, Sakissa, nous allons parler éco des régions. Aujourd'hui, c'est la capitale du fleuve qui est à l'honneur, la région de Tillabéri. Oui, plus précisément le département de Terra, où nous allons revenir sur une initiative louable des autorités locales qui ont organisé en janvier dernier une sensibilisation de haut niveau, Habib Retiembien, de haut niveau sur la paix et la cohésion sociale entre les différentes communautés de cette zone. Vous savez, la zone de Terra ou bien la zone du fleuve est une zone confrontée à l'insécurité depuis belle lurette. Suivons le reportage de notre correspondant Moussa Kanda.
Les autorités du département de Tera ont réalisé le 11 janvier une activité de sensibilisation de grande envergure grâce au soutien de la Haute Autorité à la consolidation de la paix, le HACP. À cette occasion, le préfet, le capitaine Mustapha El Hajmadi, a encouragé toute la population locale à renforcer davantage les liens de coexistence pacifique et à lutter ensemble pour relever le défi sécuritaire auquel font face les pays de l'AES, à savoir le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Notre pays a plus que jamais besoin de ses filles et de ses fils pour non seulement la paix et la cohésion sociale, mais aussi la prévention des conflits communautaires, notamment les conflits intra- et intercommunautaires, les conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles et les antécédents conflictuels que je vous demande d'enterrer. Mesdames et messieurs, je vous invite à faire preuve de courage, de don de soi et de pardon mutuel pour que notre cher pays en particulier et les pays de l'AES en général triomphent. Nous voudrions que le cœur des populations des communes de Tera, de Kokoro, de Mehena, du Gorouan et de Djagourou se tranquillise à travers le pardon mutuel, la consolidation des liens de parenté et le tissage des liens de cousinage. Selon le chef de canton de Tera, l'honorable Yaye Halido, les populations locales doivent aider les forces de défense et de sécurité pour lutter efficacement contre le terrorisme. Nous voulons que les gens sachent que la situation du pays concerne tout le monde et que chacun devrait apporter sa contribution. Nous devons aider les forces de défense et de sécurité à relever ces défis sécuritaires que nous vivons. Que Dieu renforce la paix et la cohésion sociale entre nos communautés et les populations des pays de l'AES. Moukela Soumela, président du comité foncier du département de Tera, Kofodep, a soulevé à son tour les différents facteurs de conflit avant d'inviter l'ensemble des populations du département de Tera à respecter les couloirs de passage et les aires de pâturage afin de s'épargner de tout conflit. Chez nous, les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs sont les plus fréquents. Tout celui qui accapare un couloir de passage ou un aire de pâturage ne parle pas de paix, mais de conflit. Donc, nous invitons toutes les populations à connaître et à exploiter légalement les endroits réservés pour le passage des animaux et ceux réservés pour leur pâturage. Cette activité de sensibilisation qui a regroupé toutes les couches sociales du département de Tera est une première. Elle vise à apporter une solution efficace au renforcement de la cohésion sociale entre les populations du département. Chers amis auditeurs et auditrices des programmes des studios Kalangou, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. À présent, place à la page sport avec notre chroniqueuse Salamatou Kadri. Bonsoir Salamatou. Bonsoir Habibou, bonsoir Tarnan. Salamatou, parle-nous du classement des pays africains après les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Eh bien Habibou, voici le classement après les matchs disputés. Dans le groupe D, le Cap-Vert prend la tête du groupe devançant le Cameroun, la Libye qui, bien qu'actuellement 3e, garde encore des chances de qualification. Dans le groupe E, le Maroc avec 15 points se rapproche de la qualification en devançant le Niger, 2e avec 6 points, suivi de la Tanzanie et la Zambie, 4 points chacune. Le Congo est disqualifié et l'Érythrée est forfait. Dans le groupe F, la Côte d'Ivoire domine le groupe avec 16 points, suivi de près par le Gabon avec 15 points. Le Burundi, 3e avec 10 points, reste en embuscade. Dans le groupe G, l'Algérie mène avec 15 points, suivi du Mozambique avec 12 points. Le Botswana et l'Ouganda avec 9 points chacun restent à distance, mais tout est encore possible dans ce groupe. Groupe H, la Tunisie, invaincue avec 16 points, est en tête. La Namibie, sensationnellement avec 12 points,
et le Libéria, troisième avec 10 points, complète le podium. Et enfin, dans le groupe I, le Ghana, leader avec 15 points, vise la qualification après avoir manqué la CAN dernière. Les Comores, deuxième avec 12 points, restent dans la course. Et voilà pour la page sport d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Salamoto. Apparemment, ça va chauffer cette année pour les qualifications mondiales 2026. Ah ouais. Merci et au revoir. Bye bye. Voilà, vous venez d'écouter toute l'actualité sportive de cette semaine sur votre émission Le Niger sur Kalangu. Bonne rupture à toi, Salamatou, et à l'ensemble des auditrices, auditeurs du studio Kalangu. Maintenant, place à notre loti du jour. Oui, Tarnan, aujourd'hui, nous allons parler de la consommation de kaolin ou argile botogo, laka, par les femmes. Ah bon, Habibou? Et les hommes, est-ce qu'ils consomment aussi laka? Oui, justement, il y a aussi des hommes qui en consomment, en effet, au Niger et dans plusieurs pays d'Afrique. Ce sont surtout les femmes enceintes qui sont les premières consommatrices. C'est ce que les spécialistes appellent la géophagie. Et retenez surtout que cette pratique n'est pas sans conséquence sur la santé de la mère et de l'enfant à naître. N'est-ce pas, Rekia Arimi et Samira Tourafi? Affairage, 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 affairage. Celui-là est un peu aigre. Non, c'est ce que j'aime le plus. Hawa, hé Hawa, comment tu vas? Ah, Fifi, c'est toi? Excuse-moi, j'avais l'esprit ailleurs. Sinon, je vais bien, Dieu merci. Et de ton côté? Non, ce n'est pas moi, c'est mon sosie. Toi, quand tu manges ton kaolin là, tu n'as plus les idées claires et cela m'inquiète beaucoup. Tu sais ma belle, je consomme cette argile parce que j'ai tous les problèmes du monde, vu mon état. Quel problème encore? Vu mon état, si je fais une journée sans ce kaolin, j'aurai tout le temps une sensation de nausée. Et puis c'est le meilleur remède que je peux me procurer contre ces nausées à moins de coût, avec 25 francs ou 100 francs. Oui, je sais que ça aide contre les remontées acides et les nausées durant la grossesse. Mais ce n'est pas une raison d'en abuser. Je n'abuse pas. Je consomme juste pour 200 francs par jour. Juste le temps de me sentir mieux. Oui, ce que tu juges pourrait te causer des ennuis de santé. L'accès de tout est nuisible. Non, n'exagère pas. C'est juste quelques morceaux. Ouvre tes grandes oreilles. Le kaolin peut comporter des parasites qui peuvent se développer aussi dans ton estomac et de donner des parasitose et des troubles digestifs. Ah, il y a même des conséquences alors. Mais toi là, tu n'écoutes pas, on dirait. Eh bien, sache que les spécialistes déconseillent la consommation du kaolin, notamment pour les femmes enceintes. Mais pourquoi? Pourtant, c'est bon et ça sent très bon. Tiens, goûte un peu. La haoula. Le kaolin peut provoquer de l'anémie chez le consommateur, c'est-à-dire un manque de fer dans l'organisme. Mais le pire, c'est que l'anémie chez la femme enceinte est déjà une potentielle anémie du fait de la grossesse. Imagine avec les kaolins encore. Ça va aller, ne t'inquiète pas pour moi. Je saurai m'arrêter avant de m'anémier. Il n'y a rien de drôle dans ce que je dis. La particularité du kaolin, c'est que plus tu en consommes, plus tu voudras en prendre encore plus. Ça va devenir une addiction. Tu commences à me faire peur là, vraiment. Il y a de quoi? Parce que je ne t'ai même pas dit les conséquences de l'anémie. Entre autres, il y a l'accouchement prématuré, un retard de croissance du bébé. Et le pire, tu peux perdre ton bébé toi-même. Tu pourras trépasser pendant ou après l'accouchement. Subhanallah, je ne sais même pas quoi penser. Entre le fait d'accoucher prématurément et le risque de perdre mon bébé, je voulais juste me sentir mieux le temps de ma grossesse. Eh oui. C'est la pire vérité. Donc méfie-toi et va te faire consulter pour voir dans quel état vous êtes ton bébé et toi. Mon choix est vite fait. J'arrête à l'instant même de consommer ce kaolin. Et demain, j'irai voir mon médecin. En tout cas, tu as intérêt. Sinon, tu accoucheras d'un bébé généreusement couvert d'argile. Vraiment, Fifi? Merci. Merci pour ces infos. Désormais, même saluer Yao beaucoup là, je vais cesser. Ça, c'est entre vous. Ça ne me regarde pas. Vaut mieux l'éviter quand même.
Et oui, c'était le loti du jour. Merci à vous les filles pour les multiples conseils. Nous sommes à la fin de votre émission Le Niger sur Kalangu, au micro Habibou Garba et moi-même Tarnan Fouda Ahmed. Et oui, Sakissa, les bonnes choses ont toujours une fin. Les Hindadi Karewa, la technique est assurée par Saini Saka. À l'édition, c'était Moussa Hassan et le prochain rendez-vous, c'est le lundi, Inch'Allah, pour un autre numéro du Niger sur Kalangu. Bonne rupture de gêne. Au revoir et bye bye. Bye.